La première fois qu'un œil humain a vu la face cachée de la Lune, ce n'était pas un astronaute héroïque dans une capsule brillante, c'était une machine, une sonde soviétique. Et ce qu'elle a renvoyé ressemblait moins à un paysage romantique qu'à un cadavre cosmique. Une peau de pierre brûlée, boursouflée, et lacérée d'impact, comme si quelqu'un avait passé des milliards d'années à frapper toujours au même endroit, avec une rage froide, méthodique, sans jamais se fatiguer. Imagine la scène. Tu crois enfin obtenir la réponse promise par le titre? Que se passe-t-il sur la face cachée? Et au lieu d'un secret doux et poétique, tu tombes sur une vision presque répugnante. Un monde sans mers noires et lisses, sans grandes taches familières, sans visage apaisant, juste des cicatrices, des trous dans des trous, une violence fossilisée. Et là, tu ressens trois choses d'un coup. D'abord, la satisfaction. Oui, c'est bien là que se cache l'étrangeté, pas dans des légendes. Ensuite, l'intérêt. Pourquoi cet hémisphère paraît-il plus vieux, plus brutal, presque maltraité? Et enfin, une forme de dégoût. Parce qu'en regardant longtemps ce relief déchiré, tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une image. C'est la peau réelle d'un corps céleste. Et ce corps a encaissé, encore et encore, jusqu'à ce que la moindre douceur disparaisse. Mais attention, ce qui va suivre n'est pas une histoire d'alien cachée derrière un cratère. C'est pire, et plus fascinant, parce que la face cachée de la Lune n'est pas un théâtre de fiction. C'est un laboratoire de vérité, un endroit où l'univers montre ses dents. Tu es prêt? Alors on bascule. Tu as sûrement entendu l'expression « face sombre », comme si cet endroit était plongé dans la nuit éternelle, comme une arrière-cour où la lumière n'entre jamais. Premier twist, c'est faux, totalement faux. La face cachée reçoit autant de soleil que la face visible. Elle connaît le jour, la chaleur, puis la nuit et le gel. Exactement comme l'autre côté. Si on l'appelle cachée, ce n'est pas parce qu'elle est sombre, c'est parce qu'elle est verrouillée. La Lune tourne sur elle-même en exactement le même temps qu'elle tourne autour de la Terre. Résultat, elle nous montre toujours le même visage, comme quelqu'un qui fixe ton regard sans cligner des yeux. Et l'autre côté reste hors champ, pas interdit, juste inaccessible à nos yeux tant qu'on reste sur Terre. Et ce verrouillage a une conséquence presque intime. Il a divisé la Lune en deux biographies. D'un côté, celui que tu connais, des grandes zones sombres, les mers lunaires. En réalité, des plaines de basalte, des cicatrices, remplies par des laves anciennes. Ça donne à la Lune son visage familier, presque doux. Deux taches, un sourire, un masque. De l'autre côté, beaucoup moins de mer, beaucoup plus de relief, une croûte plus épaisse, un terrain plus chaotique, une mémoire plus intacte. Et là se pose la question qui dérange. Pourquoi la face cachée a-t-elle l'air d'avoir vécu une vie plus rude? On pourrait croire à un hasard, mais quand les images se sont accumulées, un soupçon est né. Comme si la face visible avait été, à un moment, réparée, recouverte, calmée par des laves qui ont lissé des impacts anciens, tandis que l'autre côté était resté nu. Ce n'est pas une métaphore. Sur la face cachée, la Lune porte ses traumatismes à l'air libre. Visualise-la, pas comme une boule blanche, comme un désert de verre pulvérisé. Le sol, le régolithe, n'est pas un sable doux. Ce sont des fragments cassés, des angles, des poussières abrasives nées d'impact. Pas d'eau, pas de vent, pas de pluie. Rien pour arrondir les grains, rien pour effacer les arêtes. Une poussière qui ne vieillit pas comme sur Terre. Elle reste agressive. Et au-dessus, un ciel noir, dur, sans bleu, sans halo. Le soleil y éclate comme une lame. Les ombres ne sont pas grises. Elles sont profondes, coupantes, presque épaisses, parce qu'il n'y a pas d'air pour diffuser la lumière. Maintenant, imagine une empreinte de pas là-bas. Elle ne s'efface pas en une journée, ni en une année, ni en 1000 ans. Elle peut survivre des millions d'années, comme un graffiti gravé dans un monde sans météo. La face cachée est une archive. Et quand on ouvre une archive, on tombe parfois sur des pages qu'on préférerait ne pas lire. Car l'histoire de ce côté-là commence par un choc. Un choc si gigantesque qu'on dirait le récit d'un crime cosmique. Sur la face cachée se trouve l'une des structures les plus monstrueuses du système solaire proche. Un bassin d'impact titanesque, large de milliers de kilomètres. Un bol géant, comme si une main invisible avait tenté d'arracher un morceau de la Lune.
Ce genre d'impact n'est pas juste un trou, c'est un traumatisme planétaire. Quand un objet de dizaines, parfois de centaines de kilomètres frappe à des vitesses folles, l'énergie libérée est au-delà de l'imagination. La roche se comporte comme un liquide. Les couches profondes remontent, la croûte se fracture, des montagnes naissent en anneaux. Des fractures serpentent sous la surface, et voilà l'idée insupportable. La face cachée n'est pas seulement plus criblée de cratères. Elle a probablement encaissé, conservé, exhibé les cicatrices d'une époque où l'univers faisait pleuvoir des projectiles comme une mitraille. Sur la face visible, beaucoup de ces blessures ont été maquillées par les laves anciennes. Sur la face cachée, elle reste là, sans pansement. Tu commences à sentir le vrai parfum de cet endroit. Pas la poésie, mais le silence. Après une bataille. Et ce silence, justement, est la deuxième chose qui rend la face cachée presque surnaturelle. Depuis la Terre, nos radios, nos satellites, nos radars, nos orages électriques, nos émissions, tout ce vacarme électromagnétique s'étale dans l'espace comme une pollution invisible. Même si tu ne l'entends pas, l'univers, lui, le voit. La face cachée, elle, a un privilège rare. Quand elle se place entre nous et le cosmos, elle devient un bouclier. Un mur de pierre de 3474 km de diamètre qui bloque une partie du bruit terrestre. Là-bas, certaines fréquences deviennent soudain propres, calmes. Un endroit où l'univers chuchote enfin sans être couvert par nos cris. Twist. La face cachée n'est pas seulement un cimetière de cratères. C'est aussi potentiellement le meilleur endroit, dans notre voisinage, pour écouter les premiers battements du cosmos. Les signaux, très faibles, très anciens, que notre bruit rend presque impossibles à capter depuis ici. C'est étrange, non? Le côté caché, celui qu'on imaginait maudit, devient le côté le plus pur, pour entendre le passé. Mais avant de rêver à des observatoires géants, reviens à la réalité, reviens à ce sol brutal. Car si tu veux travailler là-bas, tu dois d'abord survivre à la Lune. Et sur la face cachée, survivre commence par une humiliation technologique. Tu ne peux pas simplement y poser un engin et le piloter, tranquillement depuis la Terre. Parce que, tu ne vois pas ce côté-là? Les communications directes sont coupées par le corps de la Lune. C'est comme essayer de parler à quelqu'un derrière un mur de roche. Tu peux hurler, il ne reçoit rien. Alors comment fait-on? On triche. On installe un relais plus loin, dans l'espace, un miroir radio qui regarde à la fois la Terre et la face cachée. Un messager suspendu dans le noir, qui attrape des mots d'un côté et les recrachant de l'autre. Et là, imagine le vertige. Une machine roule sur un sol que personne n'a jamais foulé, dans un paysage que personne ne voit en direct, guidée par des signaux qui font des détours dans l'espace, avec des délais, des risques, des angles morts. C'est comme opérer un cœur, en regardant un reflet dans un miroir tremblant. Et pourtant, on l'a fait. Des engins ont exploré ce côté, ils ont touché cette poussière, ils ont senti, au sens mécanique, au sens d'instrument, la texture d'un monde sans air. Ils ont mesuré les températures qui peuvent te brûler puis te congeler, simplement parce que le jour se lève ou s'éteint. Sur la Lune, le confort n'existe pas. La chaleur peut monter très haut au soleil. La nuit, tout devient une crypte glaciale. Et sur la face cachée, tu as en plus cette impression psychologique presque viscérale. Aucun lever de terre à l'horizon. Pas de planète bleue suspendue, pas de maison visible dans le ciel. Si tu te tiens là-bas, la Terre n'est pas un phare. Elle est cachée, comme si on t'avait tourné le dos. Tu vois le piège? Ce n'est pas seulement un endroit éloigné, c'est un endroit isolé. Et l'isolement est une force qui attire les fantasmes, et parfois les peurs. Depuis des décennies, des gens racontent que la face cachée serait le lieu de bases secrètes, de structures impossibles, de messages dissimulés. Pourquoi cette obsession? Parce que l'esprit humain déteste les zones blanches. Tout ce qu'il ne voit pas, il l'invente. Mais la réalité est plus froide et plus implacable. Ce côté n'est pas une scène de complot. C'est une scène de géologie, une scène d'astrophysique, une scène de bombardement ancien. Et pourtant, il y a bien un secret, un vrai. Un secret qui n'a rien de fabriqué. Ce secret, c'est que la face cachée n'est pas seulement différente en surface. Elle est différente en profondeur. Les mesures et les cartes ont montré quelque chose d'inconfortable. La croûte lunaire serait, en moyenne, plus épaisse du côté caché. Ce n'est pas une petite nuance, c'est une différence structurale,
comme si la Lune avait été construite avec une armure plus lourde sur son dos, et si la croûte est plus épaisse, les laves ont plus de mal à remonter. Moins de mer, moins de grandes plaines sombres, plus de relief ancien conservé. Ça explique une partie du contraste, mais pas tout. Parce qu'alors une question surgit, plus profonde, plus inquiétante. Qu'est-ce qui a sculpté cette asymétrie? Certains scénarios parlent d'une Lune encore jeune, encore chaude, dont l'intérieur bouillonnait. La Terre, énorme dans le ciel de la Lune primitive, aurait pu influencer le refroidissement ou la distribution de chaleur. D'autres évoquent des impacts géants, des épisodes volcaniques, des différences de composition. Rien de magique. Mais quelque chose de presque intime. La face cachée serait la preuve que la relation Terre-Lune a marqué la Lune comme une empreinte. Et là, tu réalises, quand tu regardes la Lune depuis ton balcon, tu ne vois pas un objet neutre. Tu vois une histoire de gravité, de chaleur, de violence et de temps. Tu vois un visage qui te cache son autre moitié, comme nous cachons nos cicatrices sous nos vêtements. Mais il y a encore plus étrange, parce que sur la face cachée, il existe des endroits où le soleil ne devrait quasiment jamais entrer. Des cratères près des pôles, si profonds et si mal orientés que leur fond reste dans l'ombre pendant des périodes incroyablement longues. Imagine un trou où la lumière ne descend pas, un puits d'obscurité. Dans ces zones, les températures peuvent chuter à des niveaux extrêmes, et dans un froid pareil, certaines molécules volatiles, par exemple de l'eau sous forme de glace, peuvent se conserver, piégées, comme dans un congélateur naturel. Et si de la glace est là, alors la face cachée n'est plus seulement un désert. Elle devient une réserve potentielle. De l'eau, ça veut dire boire, respirer via électrolyse, produire du carburant. Rester longtemps, mais ne te laisse pas attendrir. Parce que même si la Lune cache de la glace dans ses ombres, elle te la fait payer au prix fort. Pour la récupérer, il faudrait descendre dans des zones où la lumière ne pardonne pas à l'erreur. Un pas trop loin, et tes panneaux solaires ne servent plus. Un problème de chauffage, et ton équipement se fige. Une panne de communication, et tu deviens une statue. Tu comprends le troisième twist? La face cachée attire parce qu'elle est utile. Mais elle est utile précisément là où elle est la plus hostile. Plus tu veux son trésor, plus tu dois te rapprocher de sa gorge glacée. Et pendant que tu t'approches, quelque chose d'autre se produit. Ton imagination commence à se transformer en réflexe animal. Parce que l'endroit ressemble à un piège. Tu peux presque sentir la poussière sur tes dents, même si tu n'as pas de bouche dans ton casque. Tu peux presque entendre ton propre souffle, et rien d'autre. Et soudain, tu te demandes, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-bas? Voilà le moment où l'histoire change de vitesse. Parce que jusque-là, on a parlé de ce que la face cachée est. Maintenant, on va parler de ce qu'elle fait. Elle fait deux choses en même temps. Elle conserve, et elle détruit. Elle conserve le passé, parce qu'elle n'a pas d'atmosphère et pas d'érosion. Mais elle détruit les visiteurs, parce qu'elle est exposée à l'espace brut. Radiation, particules, micrométéorites. Sur Terre, une pluie de minuscules grains brûle dans l'air. Sur la Lune, un micrométéorite n'a besoin de rien. Il arrive à grande vitesse, frappe et transforme une fraction de roche en poussière vitrifiée. Chaque impact est un petit scalpel. Et la face cachée en a reçu un nombre inimaginable. Ce n'est pas un endroit, c'est un processus. La Lune est un bouclier pour la Terre. Elle encaisse une partie des projectiles qui auraient pu frapper notre planète. Et la face cachée, en particulier, est comme un dos tourné vers le hasard. Une peau offerte au cou. Alors quand tu me demandes, que se passe-t-il sur la face cachée? La réponse la plus honnête, la plus dérangeante, c'est « il s'y passe la même chose depuis des milliards d'années. Une agression. » Lente, répétée, silencieuse. Mais maintenant, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Quelque chose que la Lune n'a jamais connu à cette échelle. Nous arrivons. Pas comme des rêveurs, comme des ingénieurs, des mineurs, des astronomes, des stratèges. Et là, la face cachée change de statut. De mystère, elle devient enjeu. Parce que si tu peux installer un observatoire radio protégé du bruit terrestre, tu peux écouter l'univers comme jamais. Parce que si tu peux exploiter les zones froides, tu peux tenir plus longtemps. Parce que si tu peux maîtriser la logistique et les relais, tu transformes un côté caché en territoire. Mais chaque avantage vient avec une question terrible. Qu'est-ce que ça coûte de vivre sur la cicatrice d'un monde? Et ce coût, on ne l'a pas encore payé. Pas encore. Alors oui, on arrive,
Et au moment précis où l'humanité a commencé à rêver sérieusement de la face cachée, la Lune nous a lancé un avertissement silencieux, comme un sourire sans chaleur. Tu peux venir, mais tu ne viendras pas comme chez toi. Parce que ce côté-là ne se contente pas d'être éloigné, il est organisé comme un piège logique. Pas de communication directe, terrain plus accidenté, repères trompeurs, et surtout, une géologie qui n'a pas été polie pour être jolie. La face cachée est une salle des machines. Elle montre les engrenages brisés, et si tu veux comprendre ce qui s'y passe, tu dois regarder un endroit en particulier. Un endroit qui, à lui seul, ressemble à la trace d'un coup porté à bout portant. Un bassin d'impact si gigantesque qu'il a un nom qui sonne comme une sentence. Le bassin pôle sud Aitken. Imagine un bol titanesque, creusé sur la face cachée, près du pôle sud lunaire, avec une largeur de plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est plus un cratère. C'est une dépression continentale. C'est comme si quelqu'un avait essayé d'évider la Lune, de lui enlever un morceau de chair. Et maintenant, visualise la scène originelle. Un objet ancien, venu des ténèbres, frappe la Lune à une vitesse qui ne laisse aucune négociation possible. La roche ne casse pas. Elle se comporte comme un fluide incandescent. La surface se vaporise. Des montagnes se redressent en anneaux. Des ondes de choc traversent la croûte. Et surtout, la blessure ouvre une fenêtre vers des profondeurs qu'on ne devrait pas voir. C'est là que la face cachée devient obscène. Pas dans le sens du fantasme, mais dans le sens anatomique. Parce que ce bassin peut exposer des matériaux du manteau lunaire ou des couches profondes remontées par le choc. En clair, la face cachée pourrait montrer l'intérieur de la Lune, comme un os à nu. Et là, le malaise revient. Tu te dis, je regarde une surface. Non, tu regardes une opération chirurgicale vieille de milliards d'années, figée dans la pierre. Et tu sais ce qui rend ça encore plus inquiétant? Ce bassin n'est pas seulement un trou, c'est une zone d'influence, une signature. Autour, la topographie se déforme. Les cratères s'empilent comme des cloques. Le relief se superpose, comme si chaque nouvel impact était venu frapper une peau déjà meurtrie. À force, le paysage devient une phrase sans ponctuation. Un chaos continu. Un texte écrit en cicatrice. Mais si tu t'attends à une simple histoire de cailloux frappant des cailloux, prépare-toi au premier vrai renversement de perspective. Parce que la face cachée n'est pas juste plus cratérisée. Elle est aussi étrangement silencieuse. D'une autre manière, elle a moins de grandes plaines volcaniques. Sur la face visible, ces vastes zones sombres, les mers, sont d'anciennes coulées de lave qui ont rempli des bassins d'impact, comme de l'encre noire dans une entaille. Elles ont masqué des cicatrices, lissé des horreurs. Sur la face cachée, ces mers sont rares. Comme si la Lune, là-bas, avait refusé de saigner sa lave. Comme si elle avait gardé sa croûte fermée. Et là, ton cerveau fait une association dangereuse. Croûte plus épaisse, moins de lave, plus de cicatrices visibles. Oui, mais pourquoi cette croûte est-elle plus épaisse là-bas? Deuxième twist. Certains scénarios suggèrent que la Lune, à sa naissance, a pu refroidir de manière asymétrique. La Terre, énorme dans le ciel lunaire primitif, aurait pu chauffer davantage la face tournée vers elle, la gardant plus chaude plus longtemps. Une face chaude, c'est une face où le magma a plus de chances de remonter, où le volcanisme peut remplir les bassins et recouvrir l'histoire. L'autre face, plus froide plus tôt, se fige, s'épaissit, résiste. C'est presque intime, presque cruel. La Terre aurait pu façonner le visage qu'on voit et condamner l'autre à rester rugueuse. Comme si, sans le vouloir, notre planète avait maquillé un côté de la Lune et laissé l'autre sans protection. Mais ce n'est toujours pas l'histoire complète, parce que la face cachée, malgré son apparente sécheresse volcanique, n'est pas morte. Elle porte des signes de forces invisibles, des anomalies, des comportements étranges de la poussière, des motifs clairs qui donnent l'impression d'un geste, d'une trace, d'un frottement. On les appelle parfois des tourbillons lunaires, des zones où le sol paraît plus clair, comme si quelqu'un avait balayé la poussière sombre. Certains ressemblent à des arabesques, des filaments, des spirales, et sur un monde sans vent, sans eau, sans plantes, sans rien qui dessine. Ces motifs ont quelque chose de presque insultant. Tu vois ce que ça fait au cerveau humain? Il cherche une main. Mais la main n'est pas celle d'un être. La main est celle d'un phénomène. Des champs magnétiques locaux, des interactions avec le vent solaire, des charges électriques qui,
modifie la façon dont la poussière se dépose. Sur la face cachée, ces effets peuvent se manifester différemment, parce que la croûte, la composition, l'histoire des impacts ne sont pas les mêmes. Et là, une idée te pique comme une aiguille. Même la poussière, sur la face cachée, ne se comporte pas comme tu l'imagines. Elle se charge, elle colle, elle peut être soulevée par des forces électrostatiques. Dans certaines conditions, des grains peuvent léviter au-dessus du sol, comme une brume fantôme à quelques centimètres, puis retomber, pas parce qu'il y a du vent, mais parce que la lumière et le plasma de l'espace te manipulent. C'est une scène qui ne ressemble à aucune autre planète. Maintenant, accélérons. Parce que la face cachée n'est pas restée un tableau abstrait. On y a posé des roues. Et quand les roues ont touché le sol, l'humanité a dû inventer une architecture de communication qui ressemble à une ruse de voleur. Un relais placé de façon à voir la Terre et la zone d'exploration, comme un guetteur au coin d'une rue, transmettant tout ce qu'il voit. Ce n'est pas un détail, c'est une métaphore. Pour explorer la face cachée, on a besoin d'un intermédiaire, d'un témoin, d'un espion radio. Et ce simple fait change l'expérience humaine. Sur la face visible, tu peux presque imaginer parler directement à la Terre. Sur l'autre, tu dois accepter une médiation, un détour, une dépendance. Tu n'es jamais seul, mais tu n'es jamais en lien direct non plus. C'est le genre de chose qui rend un lieu psychologiquement étrange. Tu n'entends pas la Terre. Tu entends un message qui te revient après avoir rebondi dans le noir. Et maintenant, imagine le rover avançant, lentement, sur un terrain qui peut cacher des pièges mécaniques partout. Pentes, blocs, poussière qui s'infiltre, micro-impacts qui cisaillent, variations thermiques qui fatiguent les matériaux. Il roule, il s'arrête, il analyse. Et ce qu'on découvre là-bas n'est pas un décor, c'est une chronologie. Chaque roche est un fragment d'histoire. Certaines ont été fondues, puis resolidifiées, puis brisées, puis recouvertes de poussière, puis refrappées. Sur Terre, la géologie est un roman réécrit par l'eau et les plaques tectoniques. Sur la Lune, c'est un dossier d'archives qu'on a scellé dans un coffre-fort. Et là, troisième twist. Plus un endroit est abîmé sur la Lune, plus il est précieux. Parce que ces impacts anciens racontent la période de bombardement intense du système solaire interne. Comprendre quand, comment, à quelle fréquence ces impacts se sont produits, c'est comprendre aussi les conditions dans lesquelles la Terre a évolué. Et peut-être même comment la vie a eu une chance d'apparaître sans être stérilisée sans fin. La face cachée devient un miroir du passé terrestre, mais un miroir en pierre, sans émotion, sans compromis. Et tout d'un coup, ce n'est plus juste ce qui se passe là-bas, c'est ce qui s'est passé ici, chez nous, mais effacé. Sauf que, même un miroir peut mentir par omission. Parce que la face cachée n'est pas un simple enregistrement, elle a sa propre musique interne. Elle possède des contrastes de composition, et ce contraste se voit dans un détail que les gens oublient. Certaines zones lunaires sont enrichies en éléments radioactifs ou en composants qui influencent la chaleur interne. Sur la face visible, il existe des régions connues pour être riches en certains éléments qui favorisent la chaleur et l'activité volcanique. Sur la face cachée, ces enrichissements sont globalement beaucoup moins présents. Traduction brutale. La face visible a eu davantage de combustible thermique proche de la surface. La face cachée beaucoup moins. Alors oui, l'asymétrie n'est pas seulement une question de croûte plus épaisse. C'est une question de corps entiers. De composition, d'histoire, de redistribution après la formation. Et là, tu sens le récit monter d'un cran, parce qu'on approche d'une hypothèse qui a un goût de film catastrophe. Et si la Lune n'avait pas toujours été une? Il existe des idées selon lesquelles, après la naissance chaotique de la Lune, un second petit compagnon aurait pu exister un temps, une sorte de petite lune associée, qui aurait fini par s'écraser lentement contre l'autre, comme deux gouttes de lave qui fusionnent, un impact à faible vitesse, pas un coup de balle. Plutôt un écrasement, une collision qui épaissit un hémisphère comme une couche supplémentaire. Si un tel scénario s'est produit, il pourrait expliquer une croûte plus épaisse sur un côté, un relief plus accidenté, une asymétrie profonde. Tu vois le vertige? La face cachée serait alors une cicatrice de fusion, une zone où la Lune aurait absorbé un autre corps, gardant sur son dos la trace d'une union brutale. C'est une hypothèse. Mais même comme hypothèse, elle te donne une image impossible à oublier. Deux lunes qui se rencontrent, l'une engloutissant l'autre,
Et le résultat, c'est ce côté rugueux, épaissi, silencieux. Et c'est là que l'histoire devient encore plus dérangeante, parce qu'on glisse vers un autre endroit où la face cachée joue un rôle de monstre bienveillant. Souviens-toi de ce silence radio, ce bouclier contre le bruit terrestre. Maintenant, imagine un radiotélescope posé là-bas, capable d'écouter des fréquences très basses, des fréquences qui, depuis le sol terrestre, sont bloquées ou polluées, un instrument qui pourrait écouter le cosmos à un âge où il n'y avait pas encore d'étoiles, pas encore de galaxies flamboyantes, juste un univers jeune, sombre, plein d'hydrogène, plein de promesses. Écouter ça, ce n'est pas faire de l'astronomie, c'est écouter le moment avant le feu. Et là, la face cachée devient presque sacrée, mais d'une manière froide, clinique. Pas une cathédrale, un laboratoire. Sauf que, placer un observatoire là-bas, c'est accepter un paradoxe. Tu veux le silence, mais tu apportes ta propre présence, tes propres émissions, tes propres moteurs, tes propres relais. Tu veux écouter l'univers sans bruit, mais tu es toi-même une source de bruit. Alors la question devient morale. Peut-on coloniser un endroit parce qu'il est pur, sans le salir par cette colonisation? Et ce conflit, il est déjà là, en miniature, dans chaque roue qui tourne sur ce sol. Chaque rotation libère de la poussière, qui se colle, qui raye, qui s'infiltre. La poussière lunaire n'est pas juste un décor. C'est une ennemie intime. Sur les combinaisons, elle s'accroche. Dans les joints, elle se glisse. Sur les lentilles, elle voile. Dans les roulements, elle grince. Et comme elle n'a pas été arrondie par l'érosion, elle peut être tranchante, abrasive, comme une cendre de verre. Tu veux du sensationnel? Voilà une image. Un astronaute, un jour, retirera son casque dans un habitat pressurisé et la poussière qu'il aura ramenée sur sa combinaison flottera un instant dans l'air. Et ce sera comme respirer des fragments de pierre, des particules fines, un goût de métal, une irritation. Pas un sable de plage, un résidu d'impact. La face cachée ne te mord pas avec des dents, elle te ronge avec des grains. Et si tu crois que tout ça reste de la pure technique, attends, parce qu'il y a un autre aspect presque horrifique. Les radiations. Sur Terre, notre atmosphère et notre champ magnétique nous protègent en grande partie. Sur la Lune, tu es exposé. Des particules énergétiques peuvent traverser les matériaux, endommager les cellules, augmenter des risques à long terme, et certains événements solaires peuvent transformer l'espace en tempête. Sur la face visible, tu peux imaginer un certain soutien. Communication plus simple, logistique plus facile. Sur la face cachée, tu ajoutes l'isolement. Si quelque chose tourne mal, tu dépends de chaînes de relais, de planification, de marge. Et c'est là que la face cachée cesse d'être un mystère. Elle devient un test de fiabilité, un test de psychologie, un test d'éthique, un test de patience. Parce que la face cachée ne te donne pas de victoire spectaculaire. Elle te donne des heures de silence, des kilomètres lents, des données brutes, des fragments de roches. Et c'est justement ça, le piège. L'endroit te rend humble. Et l'humilité n'est pas une émotion que nos récits adorent. Mais maintenant, on va faire un pas de plus. Un pas qui va faire grimper la tension. Parce que je vais te parler d'un détail dont on ne parle presque jamais, et qui pourtant change tout. La face cachée n'est pas parfaitement cachée au sens géométrique. Elle révèle parfois son bord, elle lâche un peu de terrain, à cause d'un léger balancement. La libration, comme si la Lune oscillait, offrant de minuscules aperçus de zones proches du limbe. Et ça a produit, dans l'histoire humaine, une frustration étrange. Pendant des siècles, on a deviné qu'il y avait un autre monde. Derrière, mais on n'en voyait jamais que des miettes. Ça a nourri les fantasmes, les histoires, les peurs. Et puis, quand on a enfin eu des images complètes, la vérité a été un choc esthétique. Parce qu'on s'attendait à une symétrie. La nature aime parfois la symétrie. Mais la face cachée, elle, ressemble à une preuve que la nature n'est pas juste. Elle distribue les coups différemment, elle distribue la chaleur différemment, elle distribue les cicatrices différemment. Et ce manque de symétrie est la signature d'un passé chaotique. Alors, si tu me suis, tu vois le fil dramatique se tendre. Au début, la face cachée semblait juste invisible. Puis elle est devenue hostile. Puis elle est devenue précieuse. Et maintenant, elle devient inquiétante d'une autre manière. Parce qu'elle nous montre que même un corps proche, qu'on croit connaître, depuis l'enfance,
peut avoir une moitié étrangère, comme une personne qu'on aime et qu'on n'a jamais vue dans l'obscurité. Et tu sais ce qui rend tout ça encore plus intense? C'est qu'on n'a pas encore joué la carte la plus dangereuse, la carte du sous-sol. Parce qu'à force de regarder la surface, on oublie qu'un impact géant peut fracturer profondément la croûte, créer des zones de faiblesse, des structures cachées, des variations de densité. Sous la face cachée, certaines régions pourraient avoir des signatures gravitationnelles particulières, des mascons, des concentrations de masse, qui influencent les orbites, qui perturbent les trajectoires, qui compliquent les missions. La Lune n'est pas un ballon parfaitement lisse, c'est un corps cabossé. Et certaines bosses sont invisibles. Tu vois le danger pour une mission? Tu arrives avec une trajectoire calculée au millimètre, et la gravité locale te tire un peu plus, un peu moins. Tu dérives, tu consommes plus de carburant, tu corriges, tu stresses. Et tout ça, loin d'une communication directe, dans un endroit où les marges se mangent vite. La face cachée n'est pas seulement loin, elle est capricieuse dans les détails. Et c'est précisément pour ça que chaque mètre exploré là-bas a un goût de conquête froide. Pas une conquête de drapeau, une conquête de compréhension. Mais il nous manque encore une pièce qui va transformer tout ce que tu as entendu en quelque chose de beaucoup plus vivant. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé du passé figé, des impacts, des hypothèses, des promesses scientifiques. Maintenant, je vais te parler de ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent lunaire, seconde après seconde. Sur ce sol, ce n'est pas spectaculaire comme un volcan en éruption. C'est plus sournois. Le sol lunaire subit un bombardement constant de micrométéorites, la surface est chargée par le rayonnement, la température alterne de façon extrême, les matériaux se contractent et se dilatent, les roches se fissurent lentement. Autrement dit, la Lune travaille, même si elle semble immobile. Et sur la face cachée, où le relief est plus ancien et plus exposé, ce travail a un autre visage. Il fragmente, il pulvérise, il transforme les roches en poussière toujours plus fine, toujours plus agressive. C'est un processus de broyage cosmique, une usine de poudre. Et si tu veux construire là-bas, si tu veux poser des panneaux, des antennes, des habitats, tu dois accepter que le sol sous toi n'a, et pas une fondation paisible, mais une matière en lente désintégration, attaquée par l'espace. On arrive au point où l'histoire se resserre. Parce que ce que je te raconte prépare une question finale, une question qui fait froid. Si la face cachée est à la fois le meilleur endroit pour écouter l'univers et l'un des pires endroits pour y rester, alors qu'est-ce qu'on va choisir? Et surtout, qu'est-ce qu'on va y laisser? Tu sens la question se refermer comme une vis. Qu'est-ce qu'on va choisir? Et qu'est-ce qu'on va y laisser? Parce que la face cachée n'est pas seulement un décor où l'on pose un drapeau, c'est un endroit qui te force à inventer un nouveau type de présence humaine. Une présence qui ne peut pas compter sur la Terre comme sur une fenêtre ouverte. Et c'est là que survient un détail qui change l'atmosphère de tout le récit. Un détail tellement simple qu'il en devient presque cruel. Sur la face visible, la Terre est souvent là, suspendue dans le ciel lunaire, énorme, lumineuse, bleutée, une présence. Même si tu es à des centaines de milliers de kilomètres, tu la vois, c'est un repère psychologique, un phare dans le noir, un rappel. Sur la face cachée, la Terre n'existe plus dans le ciel. Et ce n'est pas une jolie formule, c'est une coupure, une amputation de l'horizon. La première fois que tu passes le relief et que la Terre disparaît, pas parce qu'elle se couche, mais parce qu'elle est physiquement cachée par la Lune. Ton cerveau comprend un truc très ancien. Tu n'es plus en relation directe avec ton monde natal. Tu es derrière un mur. Même la lumière change. La face visible, la nuit, peut recevoir une lueur douce. La lumière renvoyée par la Terre. Cette terre-lueur qui caresse le sol et donne aux ombres une nuance. Sur la face cachée, cette lueur n'arrive pas. Les nuits sont plus noires psychologiquement, comme si quelqu'un avait coupé le dernier éclairage d'urgence. Et dans cette obscurité, tout devient plus tranchant. Les bruits mécaniques, les chiffres sur les écrans, le souffle d'un système de survie. Le silence n'est pas seulement un avantage scientifique, il devient un poids. Voilà pourquoi, quand les humains ont voulu toucher la face cachée, ils n'ont pas commencé par une base. Ils ont commencé par un geste plus discret, presque rusé. Installer un messager, un relais placé loin de la surface, de manière à voir la Terre et, en même temps, à regarder derrière la Lune.
Un œil suspendu dans l'espace, ce relais n'est pas juste une antenne, c'est une corde, une ligne de vie. Sans lui, une sonde posée sur la face cachée serait muette, comme un téléphone enterré sous des kilomètres de roches. Et maintenant, imagine, tu as ton messager en place, tu peux enfin faire descendre un engin, tu le poses. Il touche la poussière, et l'endroit où il se pose n'est pas choisi pour être beau, il est choisi parce qu'il est symbolique. Un vieux cratère, un lieu de mémoire, un morceau de la face cachée qui ressemble à une archive à ciel ouvert. Là-bas, un rover commence à rouler, lentement, prudemment, comme si chaque mètre était une négociation avec l'inconnu. Il ne voit pas la Terre. Il ne reçoit pas la Terre. Il reçoit un murmure relayé, filtré, renvoyé, et ce rover, en avançant, raconte quelque chose que les photos seules ne te donnent pas. La texture de la face cachée. Elle n'est pas seulement plus cratérisée, elle est plus accidentée, plus irrégulière, plus piégeuse pour une machine. Les hautes terres dominent. Des régions lumineuses, anciennes, cassées, où les roches témoignent d'un passé plus vieux que les grandes, plaines sombres de l'autre côté. Et là vient un twist presque humiliant pour notre intuition. La face visible, celle qu'on croit la vraie lune, est en partie une surface retouchée par le volcanisme. La face cachée, elle, ressemble davantage à la lune originelle, comme si tu avais grandi en regardant un visage maquillé, et qu'un jour, tu découvrais la peau sans filtre. C'est pour ça que les roches du côté caché excitent autant les scientifiques. Elles sont potentiellement plus proches des matériaux primordiaux, elles portent la signature de l'époque où le système solaire frappait tout ce qui bougeait, comme un poing qui s'acharne. Mais l'excitation se mélange à une autre sensation. L'endroit semble presque trop intact, comme une blessure jamais refermée. Et au milieu de ce décor, le rover tombe sur des choses que ton imagination transforme instantanément en scènes de film. Des rochers, qui ressemblent à des éclats de verre noir, des fragments fondus par la chaleur d'un impact, des blocs posés comme si quelqu'un les avait jetés là la veille, alors qu'ils sont là depuis une éternité. Tu veux une image qui colle à la rétine ? Imagine un fragment de roche qui a été vaporisé, puis condensé, puis retombé en pluie de matière en fusion. Un instant, c'était un nuage incandescent, puis c'est devenu une goutte solide, puis une pierre, puis une poussière. Et maintenant, tu la regardes, froide, muette, sur un sol où aucun souffle ne passe. C'est la face cachée, un cimetière où les morts n'ont jamais été enterrés. Mais ce rover ne roule pas seulement pour faire des photos. Il écoute, il mesure, il analyse, et ce qu'il révèle, c'est que la face cachée n'est pas seulement différente par son apparence, elle est différente par sa chimie, par son histoire thermique, par ses cicatrices internes. Tu te souviens de cette idée ? La face visible a davantage de grandes plaines volcaniques, comme si son intérieur avait eu plus de facilité à saigner sa lave. Cette différence se reflète aussi dans la distribution de certains éléments. Certains ingrédients, qui favorisent la chaleur interne, se trouvent davantage du côté visible, tandis que le côté caché en a moins, en moyenne. Ce n'est pas un détail. Cela influence l'épaisseur de la croûte, la remontée du magma, la façon dont les bassins se remplissent ou ne se remplissent pas. Et là, la face cachée cesse d'être une simple moitié de la Lune. Elle devient une preuve d'asymétrie planétaire. Une preuve que, dans l'espace, les corps ne vieillissent pas de manière uniforme. Ils se tordent, ils se figent de travers, ils gardent des secrets d'équilibre. Mais écoute bien, tout ça parle du passé. Or, la question du titre, celle qui mord, c'est « Qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant ?» Et la réponse est plus étrange que rien. D'abord, il se passe une chose que tu ne vois pas mais que tu peux ressentir si tu imagines ton propre corps là-bas. L'électricité. Au contact du Soleil et du plasma spatial, la surface lunaire se charge. Sur certaines zones, des champs électriques minuscules mais réels peuvent soulever des poussières, les faire flotter, les déplacer, pas comme une tempête de désert, plutôt comme une hantise, une brume rasante, une danse de grains qui se décolle parce que la lumière leur a donné une charge. Sur la face cachée, loin de la terre-lueur et des repères, cette poussière qui se comporte comme une peau vivante a quelque chose de profondément dérangeant. Tu as l'impression que le sol respire, alors qu'il ne respire pas, il réagit. Ensuite, il se passe quelque chose de plus profond, plus sourd. La Lune tremble, pas comme la Terre avec ses plaques tectoniques qui grincent.
La Lune est plus rigide, plus froide, plus sèche intérieurement. Mais elle n'est pas parfaitement immobile. Elle peut subir des secousses. Certaines viennent des contraintes gravitationnelles, d'autres d'impact, d'autres de la dilatation, et contractions dues au changement de température. Imagine des fractures qui grincent dans le silence. Pas un bruit audible, un stress mécanique, une micro-rupture, une onde qui traverse la roche, comme un frisson dans un os. Sur la face cachée, étudier ces tremblements est précieux. Parce que, justement, ce côté est moins perturbé par le bruit électromagnétique, terrestre, et parce que sa croûte plus épaisse et son relief ancien peuvent donner des informations différentes sur la façon dont l'intérieur lunaire est structuré. Tu comprends ce que ça signifie? La face cachée, c'est comme poser un stéthoscope sur le dos d'un patient. Tu n'écoutes pas le même angle. Tu n'entends pas la même résonance. Tu peux découvrir une cavité, une densité, une structure que l'avant ne t'avait jamais laissé soupçonner. Et puis, il y a la violence la plus constante. Les impacts minuscules. Des micrométéorites frappent en permanence. Chaque impact est un petit éclair de chaleur, un microcratère, une poussière vitrifiée. À l'échelle humaine, c'est insignifiant. À l'échelle de millions d'années, c'est une ponceuse cosmique. Sur la face cachée, où le terrain est déjà une archive, cette ponceuse travaille lentement à effacer les détails les plus fins. Tout, en créant de nouveaux détails. C'est un paradoxe. La Lune conserve parce qu'elle n'a pas d'atmosphère, mais elle change parce que l'espace lui jette des aiguilles. Et maintenant, approche-toi du point où la science devient stratégie. Si tu veux un observatoire radio vraiment puissant, la face cachée est l'endroit rêvé. On imagine des réseaux d'antennes étalés sur le sol, ou même des antennes installées dans une dépression naturelle, un cratère qui servirait de structure. On imagine écouter les fréquences basses, celles qui, depuis la Terre, sont noyées. On imagine détecter des signaux faibles, des échos du cosmos primordial, des signatures qui appartiennent à l'époque où l'univers n'avait pas encore allumé ses premières grandes lumières. Mais alors, nouveau twist. Pour écouter l'univers dans ce silence, tu dois résoudre un problème qui ressemble à une blague noire. Comment alimenter en énergie un site qui se trouve derrière un mur? Sur la face visible, tu peux envisager des architectures où la Terre, les satellites, les relais peuvent être plus simples. Sur la face cachée, tout est indirect. Et l'énergie solaire n'est pas une magie permanente. Il y a la nuit lunaire, longue, glaciale. Il y a des reliefs qui masquent la lumière. Il y a des contraintes d'orientation. Tu peux installer des batteries géantes, mais elles ont des limites. Tu peux imaginer des câbles, des systèmes de transmission d'énergie, mais sur des distances énormes, sur un terrain chaotique. Tu peux penser à des solutions plus denses, des sources d'énergie capables de tenir quand le soleil disparaît. Et là, tu vois comment la face cachée te pousse vers des choix radicaux. Plus tu veux exploiter son silence, plus tu dois apporter une infrastructure lourde qui risque de casser ce silence. Tu veux entendre l'univers, mais tu dois amener des machines qui bourdonnent. Tu veux le calme, mais tu dois installer des relais, des émetteurs, des systèmes de survie. Tu veux la pureté, mais tu arrives avec ta pollution technologique. C'est une tragédie moderne. L'exploration détruit parfois ce qu'elle cherche. Et pourtant, malgré ce paradoxe, la face cachée attire pour une raison encore plus brutale. Elle peut devenir un terrain d'entraînement à l'impossible. Imagine une base humaine située non pas sur la face visible, mais derrière. Une base où tu ne vois jamais la Terre, où chaque communication dépend d'un relais orbital, où l'évacuation est plus complexe, où l'isolement est maximal. Pourquoi faire ça? Parce que si tu peux vivre là, tu peux vivre presque partout. La face cachée, c'est un simulateur naturel pour l'exploration profonde. Un endroit où tu apprends à ne pas dépendre d'une présence visible dans le ciel. Un endroit où tu apprends à construire une autonomie psychologique et logistique. Mais il y a une autre raison, plus discrète, plus glacée. La face cachée n'est pas seulement intéressante pour écouter. Elle est intéressante pour être hors de vue. Et là, attention, hors de vue ne veut pas dire secret au sens complotiste. Ça veut dire hors de vue au sens géométrique, technique. Tu peux installer des expériences sensibles au bruit, des équipements qui nécessitent un environnement radioprotégé. Tu peux aussi envisager des infrastructures qui n'ont pas besoin d'être visibles depuis la Terre. La face cachée devient un endroit où l'on peut construire sans être constamment observé depuis le sol terrestre, avec des instruments. Pas invisible à tout, l'espace observe tout, mais moins exposé au regard immédiat du public.
Et cette simple possibilité change la politique de l'exploration. Parce que dès que tu as un endroit qui offre un avantage stratégique naturel, les intérêts se multiplient, les agendas aussi. Soudain, la face cachée n'est plus une curiosité. Elle devient une case sur un échiquier. Et c'est là que la tension dramatique grimpe. Parce que l'échiquier, lui, n'a pas de morale. Il a des mouvements. Si tu installes des relais, tu contrôles la communication. Si tu contrôles la communication, tu contrôles le rythme des missions. Si tu contrôles le rythme, tu peux accélérer tes découvertes, ralentir celles des autres, imposer des standards. Tu vois comment un endroit qui semblait juste scientifique devient un nœud de puissance? Et pourtant, au milieu de ces logiques humaines, la face cachée reste indifférente. Elle continue son processus. Impact, charge, dilatation, nuit glacée. Elle attend. Et elle te prépare un piège final. L'illusion de la familiarité. Parce que plus on envoie d'engins, plus on croit comprendre, plus on cartographie, plus on pense avoir dompté le mystère. Et puis un jour, la face cachée te rappelle que la connaissance n'est pas la maîtrise. Comment? En te forçant à gérer l'inattendu, un rover qui s'enlise dans une poussière plus fine que prévu, une pente qui paraît douce sur une image, mais qui devient traîtresse au contact, une ombre qui cache un bloc, un écart de température qui fatigue un instrument, une perte de signal temporaire, et cette sensation primitive, on est seul. Et c'est là que se glisse la scène la plus cinématographique. Pas parce qu'il y a une explosion, mais parce qu'il y a une absence. Imagine un rover arrêté. Pas cassé, pas détruit, juste arrêté, dans un paysage que personne ne peut voir directement depuis la Terre. Pendant quelques secondes, parfois plus, il n'y a plus rien. Pas de retour, pas de voix. Juste le relais qui n'entend plus, ou une antenne qui ne répond plus, ou une orientation qui a glissé. Et dans ces secondes, tu sens le vrai visage de la face cachée. Elle peut te retirer la parole. C'est une menace douce, mais absolue. Parce que sur Terre, le silence est rarement total. Il y a toujours un fond. Un vent, une vibration, un réseau, un bruit humain. Là-bas, le silence est un état naturel. Et l'état naturel n'a pas besoin de toi pour exister. Plus inquiétant encore, la face cachée est aussi le lieu où l'humanité pourrait chercher ses ressources les plus précieuses, notamment près des régions polaires, où des zones d'ombre persistantes peuvent piéger des volatiles. Mais extraire quoi que ce soit dans des cratères froids et sombres, c'est comme miner au fond d'un congélateur, dans un gouffre où la lumière ne pardonne pas. Tu imagines des robots qui descendent, éclairent, grattent, ramènent des échantillons. Tu imagines des pipelines, des stockages, des laboratoires. Et tu imagines, au-dessus, une logistique qui dépend d'un relais orbital. Qui, lui, dépend de son orbite. Qui, elle, dépend de la gravité et des perturbations. Qui, elle, dépendent de la Lune cabossée. Tout est chaîne, tout est fragile. Et la fragilité, sur la face cachée, est plus froide qu'ailleurs. Elle ne se voit pas tout de suite. Elle se révèle quand c'est trop tard. C'est pour ça que la face cachée devient un théâtre parfait pour un dernier retournement. Celui qui te fait passer de mystère à miroir. Parce qu'au fond, la face cachée raconte ce que nous faisons nous-mêmes. Elle montre ce qu'on cache. Elle montre ce que le temps n'a pas effacé. Elle montre ce qui arrive quand il n'y a pas d'atmosphère pour pardonner, pas d'océan pour digérer, pas de forêt pour recouvrir. Et si tu te demandes ce qui se passe là-bas, la réponse la plus dérangeante commence à se dessiner. Ce qui se passe, c'est que la face cachée devient le lieu où notre futur se mesure à notre capacité à rester humain dans l'absence. Absence de terre dans le ciel, absence d'air, absence de bruit, absence de secours immédiat, absence de confort. Et cette absence, paradoxalement, est exactement ce qui pourrait nous permettre d'écouter le début de l'univers. Comme si la Lune exigeait un prix. Pour entendre le premier murmure cosmique, tu dois accepter de perdre, un moment, la voix rassurante de la maison. Mais attends, parce qu'il manque encore un élément à l'attention. Un élément qui va faire basculer la face cachée du laboratoire vers quelque chose de presque mythique. Cet élément, c'est le temps. La Lune te fait vivre le temps autrement. 2 semaines de jour, 2 semaines de nuit, des transitions lentes, des ombres qui s'allongent comme des doigts. Et sur la face cachée, où la Terre ne t'offre pas son mouvement dans le ciel, tu peux perdre un repère mental. Tu peux te sentir dans un lieu où les jours n'ont pas de rythme humain. Un lieu où tu peux oublier que tu es vivant, jusqu'à ce qu'un chiffre te le rappelle. Pression,
oxygène, température. Et là, la question « Qu'est-ce qui se passe sur la face cachée ?» prend une forme finale, presque intime. Ce qui s'y passe, c'est la confrontation entre une archive de violence ancienne et une présence humaine fragile qui essaie de ne pas devenir une trace de plus. Et dans la prochaine partie, on va pousser cette confrontation jusqu'au bord. On va entrer dans les zones les plus extrêmes, celles où la face cachée cesse d'être seulement un autre paysage et devient un endroit où une décision, une seule, peut changer l'histoire. De notre relation à la Lune, tu veux aller au bord, alors on y va, mais avant de plonger dans les endroits les plus extrêmes, je dois te prévenir. La face cachée n'a pas besoin de monstres imaginaires. Elle a déjà tout ce qu'il faut pour te retourner l'estomac et t'aimanter l'attention. Son horreur est administrative, physique, comptable. Une horreur faite de chiffres qui tuent. Degrés, secondes, sieverts, watts, kilomètres, panne, et c'est précisément ça, le dernier acte. Quand la science cesse d'être une curiosité et devient un choix irréversible. Imagine qu'on décide d'y établir quelque chose de durable. Pas une visite, pas un exploit, une installation, une présence. Tu poses d'abord un point fixe, une antenne, une station, un module. Puis un autre, puis un troisième. Tu relis, tu sécurises, tu automatises, et petit à petit, la face cachée cesse d'être un ailleurs et devient un site. Le mot a l'air innocent. Site, comme un chantier. Mais sur la Lune, un chantier est une déclaration. Parce qu'un chantier veut dire énergie, communication, ressources, maintenance, rotation et surtout, une empreinte. Une empreinte qui, ici, ne s'efface pas. Pas en une saison, pas en une génération. Sur la Lune, ce que tu poses peut rester comme une cicatrice humaine pendant des millions d'années. Tu comprends maintenant le poids du geste? Sur Terre, nous construisons dans un monde qui efface nos traces. La pluie, les plantes, l'oxydation, les continents qui bougent. La Terre est une grande bouche qui digère. La Lune, elle, ne digère pas. Elle conserve. Elle accumule. La face cachée est un disque dur, et voilà le moment où l'histoire devient presque gênante. Parce que tout ce que nous installerons là-bas, c'est comme écrire notre nom sur un sanctuaire géologique. Pas un sanctuaire sacré au sens religieux, sacré au sens scientifique. Un endroit où le cosmos parle bas, sans notre brouhaha. Alors l'acte final commence avec une question double, comme une paire de ciseaux. Peut-on utiliser la face cachée sans la contaminer? Et si on la contamine, est-ce qu'on accepte de le faire quand même? Pour répondre, on doit descendre dans les endroits où la face cachée cesse d'être simplement difficile et devient carrément inhumaine. Les zones d'ombre persistantes près des pôles, ces cratères dont le fond ne voit presque jamais le soleil, sont des pièges thermiques, des poches de froid extrême. Là-bas, ton ombre n'est pas grise. Elle est une porte vers un congélateur naturel. Imagine un robot qui s'avance au bord, il a de la lumière, des panneaux, une température gérable, puis il descend. La lumière du soleil disparaît derrière un rebord, la température tombe comme un ascenseur sans câble. Ces matériaux se contractent, ces batteries perdent en efficacité, ces câbles deviennent raides, ces capteurs s'engourdissent, et s'il n'a pas une source de chaleur suffisante, il ne souffre pas. Il s'éteint. Il s'éteint comme une phrase interrompue, et si tu envoies un humain, tu envoies un corps fragile dans un endroit où la nature a inventé un état. Le froid comme verrou. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit au « je reviens dans une minute ». C'est là, dans ces ombres, que peut se cacher de la glace, une ressource qui peut tout changer. Mais ce trésor est gardé par un gardien stupide et absolu. La physique. Et là, twist final numéro 1. Plus la face cachée te promet de pouvoir rester longtemps, plus elle te force à aller dans ces endroits les plus hostiles. C'est le paradoxe de la survie lunaire. L'eau est là où la lumière n'est pas. Et la lumière est ce qui te donne l'énergie la plus simple. Tu veux l'eau? Descends dans l'ombre. Tu veux l'énergie? Reste dans la lumière. Tu veux les deux? Invente un miracle logistique. Et c'est là que l'humanité se révèle. Soit par sa capacité à créer des systèmes incroyablement robustes, soit par sa capacité à se mentir en pensant que ça ira. Mais la face cachée n'est pas le seul extrême. Il y a aussi l'extrême sonore, ou plutôt l'absence de sonore, et ce qu'elle permet. Imagine un radiotélescope sur la face cachée, étalé comme une toile d'araignée sur un plateau lunaire. Des antennes fines, des câbles, des stations.
Un réseau qui écoute les fréquences basses que la Terre ne laisse pas respirer. Tu veux une image viscérale? C'est comme si tu collais ton oreille contre la porte d'une maison très ancienne. Et que, pour la première fois, tu entendais le bâtiment lui-même craquer. Pas des voix, le bois, les fondations, le temps. Ce radiotélescope, dans l'idéal, écouterait l'univers profond à des âges qu'on ne voit pas facilement avec de la lumière. Et là, la face cachée devient une scène de naissance. La naissance des premières structures, l'aube cosmique, le moment où le noir a commencé à se déchirer. Mais voici le twist final numéro 2, celui qui fait mal. Dès que tu construis un observatoire là-bas, tu amènes le bruit que tu fuyais. Même si tu fais attention, tes systèmes rayonnent, tes relais transmettent, tes engins ont des électroniques. Tes convertisseurs, tes moteurs, tes batteries, tes micro-décharges, tout ça crée un halo de pollution électromagnétique. Autrement dit, la face cachée est le meilleur endroit pour écouter. Jusqu'à ce qu'on s'y installe trop. Et là, tu comprends la tension dramatique sous la tension scientifique. Ce côté de la Lune est un endroit où l'humanité doit apprendre à se limiter, à s'autodiscipliner, à construire en silence. Là-bas, la technologie doit devenir discrète, presque humble. Comme si la Lune exigeait une étiquette. Ici, tu parles à voix basse. Et maintenant, twist final numéro 3. La face cachée ne se contente pas d'être un bouclier contre le bruit terrestre. Elle devient aussi un miroir qui nous montre à quel point nous sommes bruyants. Nous sommes une planète qui crie. Radar, télécom, émissions, éclairs, parasites. Le fait qu'il faille un mur de roche pour trouver un peu de silence cosmique, c'est une critique implicite. La face cachée te dit « Regarde ce que tu as fait de ton ciel ». Et là, l'acte final se resserre autour d'un scénario. Imagine, une mission habitée est en route. Elle doit s'installer sur la face cachée, près d'une zone d'intérêt scientifique. Peut-être une région ancienne, peut-être un plateau, propice à des antennes. Peut-être un endroit qui donne accès à la fois à des hautes terres et à des zones polaires. L'équipage arrive, il se pose, tout se passe bien. Le relais fonctionne. Les systèmes respirent. Les premiers jours, c'est l'euphorie. La première sortie. Les premières images. Les premiers prélèvements. Le sentiment de marcher là où la Terre ne te voit pas. Et puis, la nuit lunaire approche. Pas la nuit comme sur Terre, la nuit comme une saison. Une nuit longue, froide, où l'énergie solaire chute, où la chaleur doit être stockée, où chaque watt compte. Et là survient le moment le plus effrayant, parce qu'il n'a rien d'explosif. Un petit problème de gestion d'énergie. Une batterie qui se dégrade plus vite que prévu. Une couche de poussière qui réduit l'efficacité d'un radiateur. Une ombre qui se déplace et masque un panneau plus longtemps, une micro-fuite de chaleur. Un composant qui tombe en panne à cause de cycles thermiques, ce n'est pas un monstre. C'est un tableau Excel qui se venge. Et sur la face cachée, si la chaîne énergétique casse au mauvais moment, tu peux perdre la base, perdre les communications, perdre la capacité de chauffage, perdre la stabilité. Tu sais ce qui est le plus glaçant? C'est que dans ce scénario, la mort n'est pas dramatique. Elle est progressive. Elle est silencieuse. Elle ressemble à un système qui s'éteint. Un à un. Un écran noir, puis un autre, puis plus rien. Et là, tu comprends pourquoi la face cachée est un endroit où l'humain doit devenir un ingénieur obsessionnel. Parce que l'environnement ne pardonne pas l'optimisme. Mais, paradoxalement, c'est aussi un endroit où l'humain peut devenir autre chose qu'un survivant. Parce que si nous réussissons, la face cachée peut devenir le lieu d'une découverte qui change notre rapport à l'univers. Imagine qu'en écoutant, en cartographiant, en analysant, on détecte un signal faible, une signature cosmique que nous n'avions jamais pu isoler. Pas un message artificiel, un phénomène naturel, un écho du passé profond, une preuve sur l'enfance de l'univers. Ce jour-là, la face cachée ne sera plus seulement la moitié invisible de la Lune. Elle sera l'endroit où l'humanité aura entendu, littéralement, un âge du cosmos qui était resté muet pour nous. Tu vois la bascule émotionnelle? Le même endroit qui te coupe de la Terre, te relie au tout. Mais il reste une dernière morsure. La dernière morsure, c'est ce que nous allons y déposer. Pas en termes d'instruments, en termes de symboles. Parce qu'à partir du moment où nous y construisons, nous importons nos conflits, nos rivalités, nos ambitions, nous importons l'idée de propriété, l'idée de contrôle. Et la face cachée, qui était hors de vue, devient un endroit où l'on peut avoir envie de faire des choses sans témoin direct du public. Encore une fois, pas forcément secret au sens fantasme.
secret au sens humain, au sens pas sous les yeux. Et là, la question finale du récit devient une question morale. Est-ce qu'on veut que la face cachée devienne un refuge de silence ou une arrière-cour de nos habitudes? Parce qu'il y a une différence entre explorer et s'installer. Explorer, c'est toucher et apprendre. S'installer, c'est transformer, et sur un monde qui conserve tout, transformer, c'est écrire un chapitre qui ne s'efface pas. Alors qu'est-ce qui se passe sur la face cachée de la Lune? Il s'y passe d'abord le passé. Des impacts, des fractures, une archive de violence. Il s'y passe le présent. La poussière chargée, le froid, les micrométéorites, les cycles thermiques, le silence radio. Et désormais, il s'y passe le futur. Une décision humaine qui approche. Et cette décision a la forme d'un choix tranchant. Soit on y va pour écouter, et on apprend à parler bas. Soit on y va pour prendre, et on amène notre bruit. Soit on y va pour exister, et on accepte de payer le prix psychologique d'un ciel sans terre. La face cachée n'est pas sombre. Elle est exigeante. Elle ne te menace pas avec des ombres qui bougent. Elle te menace avec une vérité simple. Dans l'espace, ce qui ne peut pas vivre ne fait pas semblant. Et si tu tends l'oreille, derrière la Lune, là où notre planète ne brouille plus les fréquences, tu peux presque imaginer le murmure du cosmos, enfin audible, comme une récompense, comme une tentation, comme un avertissement.